Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Adapter votre programme de protection respiratoire ». Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une démarche assez simple, pratique, afin d'adapter votre programme de protection respiratoire. Ce qu'on va tenter de faire ensemble, c'est de répondre à différentes questions pour le programme de protection respiratoire. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un programme de protection respiratoire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? La deuxième, quand doit-on mettre en place ce programme de protection respiratoire-là? Quand je dis PPR, c'est tout simplement un acronyme pour dire protection, le programme de protection respiratoire. L'autre question qu'on va tenter de répondre ensemble, c'est qui est en charge du PPR? Une autre question, la question 4, comment procéder pour adapter son PPR pour que les instances, soit la CNESST, soient satisfaits? Et la dernière question, comment s'assurer de maintenir son PPR à jour? Alors, le PPR, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Donc, la première des choses, c'est évidemment les rôles, responsabilités. La deuxième chose qu'on va devoir inscrire, c'est l'évaluation des dangers, quels sont les contaminants, etc. Le choix des différents APR qu'on a dû choisir pour les différentes situations. On va inclure aussi la formation, les essais d'ajustement, l'utilisation des APR, le nettoyage, l'inspection, l'entretien et l'entreposage de nos APR, c'est bien important. La surveillance de la santé des utilisateurs, l'évaluation du programme et la tenue des registres. Alors, tout ça doit être inclus, évidemment, dans un programme de protection respiratoire. Au niveau de la référence, c'est qu'actuellement, il y a l'article 45 qui est en révision. Donc, il a fait, la CNESST a imprimé dans la Gazette officielle, je crois que c'était le 11 mars dernier, donc en 2020, un nouvel article pour l'article 45. Donc, à l'intérieur de ça, ce qu'on va trouver, c'est la nouvelle référence à la norme Z94.4 qu'on connaissait dans l'ancien article 45, mais maintenant, on va demander que le programme de protection respiratoire corresponde à la Z94.4, mais -11, qui a été confirmée en 2016. Donc, ça fait quand même une grosse différence. La dernière, l'article 45 demandait celui-là de 93 ou encore 94, si je me rappelle bien. Donc, ça fait quand même un gros laps de temps, là, comme tel. Alors, à quel moment doit-on élaborer un PPR? A, si au moins 10% des travailleurs portent un APR, en tout temps, à la demande de l'inspecteur, dès qu'on a un utilisateur ou encore C et D. La plupart d'entre vous ont la bonne réponse, c'est-à-dire donc la réponse E. Donc, dans le fond, c'est que ça peut être l'inspecteur qui le demande parce que lui a remarqué des choses comme tel, il vous demande un programme de protection respiratoire ou encore dès qu'on a un utilisateur comme tel. Alors, toujours à propos du projet de loi, alors il y a différentes situations qui sont nommées dans le nouvel article 45 qui est actuellement en révision. Je vous dirais qu'il n'est pas encore en application. Quand on parle d'utilisateur, dans la terminologie du webinaire comme tel, c'est toujours un utilisateur d'un APR. Donc d'un appareil de protection respiratoire. Alors, pour revenir, dans le fond, à l'article 45 qui actuellement est en train d'être révisé comme tel, il n'est pas encore accepté, là, si je peux dire. La CNESST attend toujours des commentaires comme tel. Donc, l'article 45, ce qu'il fait, c'est qu'il demande en fait que l'employeur puisse fournir un appareil de protection respiratoire dans 3 situations. Donc, la première situation, c'est durant la période nécessaire pour la réalisation d'une mesure qui est prévue à l'article 41. Et l'article 41, ce qu'il nous demande, donc le nouvel article 41, il ne faut pas se fier à l'ancien, là, évidemment. Donc, le nouvel article 41, ce qu'il demande, c'est d'éliminer, de remplacer le produit comme tel qui nous cause un problème au niveau de la protection respiratoire. Ou encore, pendant la période où on va venir améliorer la ventilation générale ou encore le captage à la souffle. Donc, ça, c'est la première situation. L'alinéa 2, dans le fond, c'est lors d'une situation d'urgence.
où les valeurs qui sont prévues à l'article 40 ne sont pas respectées. L'article 40, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander de respecter, évidemment, le pourcentage d'oxygène. Il va aussi demander de respecter l'annexe I du RSST actuel. Donc, dans ces cas-là, évidemment, situation d'urgence, si on ne respecte pas ça, c'est évidemment obligatoire le port d'une protection respiratoire. Et dans l'alinéa 3, c'est évidemment si aucune mesure ne permet de respecter les valeurs qui sont prévues à l'article 40. Donc, tel que je viens de le dire, c'est l'annexe 1 et c'est aussi le pourcentage d'oxygène. Donc, si tout ce qu'on a pensé faire ne marche toujours pas, donc, on doit à ce moment-là donner une protection respiratoire aux travailleurs. Alors, le programme de protection respiratoire, il est requis même si on a un seul utilisateur et même si c'est juste pour aller, par exemple, aller une fois par année nettoyer le dépoussiéreur ou des exemples comme ça et que ça prend pas de temps. Donc, on doit avoir un PPR. Donc, ça signifie que la plupart des usines, théoriquement, vont avoir besoin d'un programme de protection respiratoire. Alors, qui devrait élaborer le PPR? Est-ce que c'est l'employeur ou encore B, le comité de santé et sécurité ou encore le superviseur ou encore toutes ces réponses? L'employeur peut aider le comité, évidemment, de santé et sécurité et le superviseur. La personne qui va administrer, en fait, le programme de protection respiratoire, il ne devrait pas rester tout seul, un peu comme on l'a vu dans la question sondage tantôt. Il devrait aussi s'adjoindre des membres du comité santé et sécurité et des superviseurs de secteur pour l'aider à administrer, à former, à monter en fait le programme et évidemment à l'appliquer comme tel. Comment adapter son programme de protection respiratoire? C'est que dans le fond, on va regarder la norme, la Z94.4-11, confirmée en 2016. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on va aller chercher toutes les informations pour pouvoir répondre aux exigences de la CNESST au niveau du PPR. Alors, le programme, qu'est-ce qu'il devrait comprendre? Bien évidemment, c'est les rôles et responsabilités, les évaluations de danger. On est face à quoi? Le 4.3, choisir ses appareils en fonction du danger, prévoir une bonne utilisation pour chacun des appareils, considérer les conditions médicales particulières, évaluer pour améliorer son PPR. Les rôles et les responsabilités sont établis pour quelle période? 1 an, 2 ans, 3 ans. La bonne réponse, c'est vraiment 1 an. Donc, c'est vraiment à compter de la date qui est inscrite dans le PPR qui est personnalisé. Rôle et responsabilité, c'est que, dans le fond, vous allez voir à la lecture de la norme, c'est important d'avoir des registres. Donc, par exemple, là, on a un registre qui est obligatoire pour les rôles et responsabilités pour les différentes personnes qui vont être nommées. Par exemple, si je regarde l'administrateur comme tel, un peu son rôle, ça va être quoi? Ça va être d'attribuer évidemment les rôles du PPR à différents travailleurs qui vont être qualifiés ou ceux-là qui sont en voie de le devenir. Il va aussi assumer la responsabilité de tous les aspects du PPR afin de pouvoir répondre aux exigences de la norme CSA Z94.4. Au niveau de l'employeur, donc l'employeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désigner évidemment une personne qui va être compétente et responsable pour appliquer le PPR. Mais l'autre chose qui est super importante, c'est évidemment mettre à la disposition des ressources, que ce soit humaines ou encore matérielles, pour pouvoir faire fonctionner le PPR. Il faut avoir un peu de sous, il faut avoir du temps de différentes personnes pour le mettre à jour et pour qu'il soit efficace. Au niveau du superviseur, donc le superviseur, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir comme rôle? C'est évidemment participer à identifier les différents contaminants, élaborer, mettre en œuvre le PPR, puis aussi voir à la révision annuelle de ce PPR-là. Il va aussi pouvoir s'assurer que les différents APR qui sont disponibles sont évidemment en bon état. Je donne juste à peu près 2 différents rôles pour chacune des personnes, mais vous allez voir qu'à l'intérieur même de la norme, c'est un peu plus élaboré que ça, évidemment. Au niveau du comité santé-sécurité, ce qu'on peut avoir comme rôle, c'est évidemment de contribuer à l'identification des dangers ou encore les situations qui sont à risque.
il va pouvoir aussi participer à l'élaboration puis la mise en œuvre du PPR. Donc, c'est vraiment un travail commun de mettre en place un PPR. Aussi, au niveau des utilisateurs, on signale à son superviseur, il devrait signaler à son superviseur toutes les situations, dans le fond, qui pourraient l'empêcher de porter un APR. Comme par exemple, s'il a perdu du poids beaucoup ou gagné beaucoup de poids, c'est important d'aviser son supérieur pour pouvoir avoir la bonne protection comme telle, surtout lorsqu'elles sont étanches. Évidemment, une des responsabilités ultimes de l'utilisateur, si c'est un homme, évidemment, c'est d'être bien rasé de façon à avoir un bon joint d'étanchéité. Ça, c'est comme dans un rôle primordial. Au niveau de l'instructeur, des essais d'ajustement, bien évidemment, cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est elle va inspecter, elle va vérifier que les utilisateurs savent vraiment bien inspecter leur APR. Ils savent comment les enfiler, faire les tests nécessaires pour s'assurer que l'étanchéité est bien adéquate. Aussi, il va pouvoir documenter les différents résultats des essais d'ajustement qui vont servir justement à vérifier si l'utilisateur est capable d'ajuster sa protection respiratoire et s'il a une bonne étanchéité. Au niveau du professionnel de la santé, ben, ça dépend si c'est requis ou pas. Évidemment, quand on évalue les dangers, il faut se poser évidemment les bonnes questions comme telles. Donc, c'est quoi mes contaminants que j'ai présents dans mon usine? C'est quoi leur état physique? Est-ce que c'est des brouillards, des particules? C'est-tu des gaz? Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que j'ai leur concentration? Et si je ne l'ai pas, peut-être que je devrais faire de l'échantillonnage pour aller vérifier justement c'est quoi la concentration de tous et chacun. Est-ce que ces produits-là peuvent être absorbés par la peau ou encore irritants pour les yeux et pour la peau? Donc, c'est une question aussi à se poser. Au niveau de la VEMP, qu'est-ce qu'on a comme valeur d'exposition pour les différents contaminants comme tels? Et est-ce qu'on a vraiment une présence d'huile? Alors, vous allez voir dans la norme, c'est demandé de remplir des registres d'évaluation, par exemple. Donc, c'est quoi mon danger? Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'était l'exposition fumée de soudage, telle qu'on l'a vu sur la photo de tantôt. Alors, mon travailleur attitré, c'est évidemment un soudeur, puis c'est monsieur, mettons, 1, 2, 3, 4. Alors, quels sont les noms des contaminants et leur numéro de carte? Donc, le numéro de carte, c'est comme un numéro de référence pour faciliter un peu la recherche quand on veut aller trouver plus d'informations sur ce produit-là. Alors, il y a, par exemple, pour les fumées de soudage, les fumées totales, je peux avoir du fer, je peux avoir du manganèse. Donc, j'en ai juste listé 3. Il pourrait y en avoir d'autres, évidemment. C'est à titre d'exemple seulement. Je vais aussi inscrire dans mon registre, c'est quoi mes résultats d'échantillonnage. Donc, par exemple, pour les fumées totales, j'ai 7. Pour le fer, 4,9 et pour, par exemple, le manganèse, 0,3. Ensuite, je vais me comparer à la norme applicable. Donc, on sait, pour les fumées totales, c'est 5. Pour le fer aussi. Et pour le manganèse, 0,2. Donc, clairement, dans la situation actuelle, je peux bien voir qu'il y a besoin d'une protection respiratoire. On a des dépassements. Non. Dans la section juste en bas de ce registre-là, vous allez voir qu'il y a commentaires et ajouts d'informations. Alors, dans cette section-là, c'est important de venir mettre l'information pertinente. Comme une des informations pertinentes pour moi qui me touche beaucoup au niveau des fumées de soudage, c'est évidemment le fait qu'elles sont un cancérogène avéré selon le CIRC. Donc, ça, c'est important, en tout cas pour les fumées totales, là, comme telles, de pouvoir inscrire ça. L'autre chose aussi, j'aurais pu choisir d'inscrire de l'information sur le manganèse. Alors, c'est toute information pertinente qui se trouve à vous aider à travers le programme de protection respiratoire. C'est important de le rentrer dans cette section-là comme telle. Comment déterminer si le port d'un APR est requis? A. Le C3S, le CSS l'exige. B. Les résultats de l'échantillonnage dépassent la norme. Ou encore, les deux réponses. C'est toutes ces réponses. Donc, le comité santé-sécurité peut déterminer s'il y a un APR qui a été remarqué à un poste de travail qui devrait être utilisé. Et évidemment, si mes résultats dépassent la norme, ça va de soi. Qu'est-ce qu'une situation DIVS? A. Danger, incendie, vite, sort. B. Danger invisible pour la vie et la santé. C. Danger immédiat
pour la vie et la santé. Une majorité de bonnes réponses pour le point C, donc danger immédiat pour la vie et la santé. Alors, au niveau des situations qu'on appelle des IVS, il y a aussi le manque d'oxygène qui pourrait être une autre situation particulière comme telle. Je vais vous donner un exemple. Donc, en principe, dans un environnement de travail normal, on devrait avoir une valeur de pourcentage d'oxygène au-dessus de 19,5. Sinon, en bas, ça prend une protection respiratoire pour peu importe la période de temps qu'on va être dans ce type d'environnement-là, où il y aura 19,5% d'oxygène et moins. Je ferai une petite parenthèse par rapport aux espaces clos à ce point-ci. Au niveau des espaces clos et le pourcentage d'oxygène, c'est important de vérifier la problématique parce que théoriquement, on devrait avoir 20,9. Si on a, par exemple, un détecteur de gaz qui mesure 4 types de gaz différents simultanés en continu, puis qu'on s'aperçoit que l'oxygène est en train tranquillement de descendre, 20,8, 20,7, etc., c'est un indicateur pour dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans cet environnement-là parce que l'oxygène, un autre gaz pourrait être en train de prendre la place de l'oxygène. Donc, ça serait une surveillance en permanence et il faudrait trouver évidemment la source du problème dans ce cas-là précis. Choisir son APR, évidemment, sur le marché, il y a différents types d'APR comme tel. Donc, on voit ici, par exemple, un exemple du N95. On voit que, dans le fond, il y a ou non des valves d'exhalation. Dans ce cas-là, il y en a une. Ici, dans la deuxième image, on peut voir que, dans le fond, il y a une espèce de couche noire, là, comme telle. Cette couche-là, dans le fond, c'est comme un film de charbon activé qui va venir filtrer un peu les odeurs nuisibles. Donc, pas quelque chose qui est en haut de la norme. Il faut que le contaminant soit en bas de la norme. Mais évidemment, c'est que ça va aider l'utilisateur à respirer une air où il n'y aura pas d'odeur là, qui va détecter comme telle en raison de différentes vapeurs là, dans son environnement. Évidemment, on peut aller chercher de l'information sur les joints d'étanchéité. Certains vont avoir des meilleurs joints, d'autres moins. Donc, on voit les images à l'écran. On a aussi toute la panoplie de masques à cartouches comme tel. Donc, tous les appareils que vous voyez actuellement à l'écran, ce sont tous pour des particules. Donc, des fumées de soudage, par exemple, des poussières ou encore des brouillards d'huile avec les P100. On a aussi sur le marché, tel que vous le savez, des masques à cartouches. Donc là, évidemment, on choisit la cartouche qu'on a besoin pour le type d'environnement qu'on va faire face. Ça peut être, par exemple, des vapeurs de solvant. Donc, à ce moment-là, on va choisir une cartouche qui va filtrer effectivement les vapeurs de solvant. Alors, qui peut choisir le modèle d'APR? Est-ce que c'est moi, parce que je suis l'utilisateur? B, l'administrateur du PPR? C, le superviseur. D, le comité santé-sécurité. E, la réponse B, C et D, ou encore toutes ces réponses. Donc, c'est vraiment le B, C et D. Donc, c'est la réponse E, en fait. Alors, par contre, il y a toujours un travailleur qui pourrait aviser son superviseur qu'il rencontre peut-être une situation anormale. Donc, à ce moment-là, le comité santé-sécurité, le superviseur, l'administrateur du programme vont pouvoir se réunir et vérifier un peu si le poste de travail mérite d'avoir une protection respiratoire effectivement. Donc, le choix de l'APR revient évidemment au comité santé-sécurité, au superviseur et à l'administrateur du programme. Évidemment, on a un registre aussi avec au niveau de l'utilisateur comme tel de l'APR. Donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur de ça, et c'est évidemment le nom de l'utilisateur, qu'est-ce qui a été choisi au niveau de mon numéro de modèle, le fabricant, la grandeur du masque, etc. Et on va marquer la date de l'essai et la date du rappel qui souvent est 1 an après tout simplement. Donc, ce registre-là, évidemment, c'est un document qui est viable. À chaque fois qu'il y a des modifications, il faut le modifier en conséquence de. Pour prévoir la bonne utilisation, évidemment, il va falloir former, il va falloir faire les essais d'ajustement des APR, il va falloir faire le nettoyage, l'entretien, un bon entreposage de ces APR-là
et évidemment, savoir bien les utiliser comme telles. Donc, la formation, qu'est-ce qu'elle devrait contenir? Bien, évidemment, c'est la présentation du programme, les rôles, les responsabilités de chacun, quels contaminants ont été identifiés et quelles mesures de contrôle sont déjà en place. Par exemple, si j'ai du captage à la source, bien, c'est dans la formation, je vais pouvoir le souligner aussi. Au niveau de la présentation des APR sélectionnés, ben, on va voir un peu qu'est-ce que le comité a décidé d'utiliser comme protection respiratoire. Il y a aussi les procédures d'utilisation qui vont être revues à l'intérieur de cette période-là, les essais d'ajustement qui se font parfois en simultané lors de la formation ou un petit peu après, et les procédures d'inspection, de nettoyage, de désinfection, d'entretien, d'entreposage. Donc, évidemment, au niveau du registre de formation, c'est important de le remplir. Alors, j'ai le nom de l'employé comme tel, j'ai son poste qui est occupé, la date qui a suivi la formation et sa signature. Pour quel type d'APR les essais d'ajustement sont nécessaires? Est-ce que c'est tous? Est-ce que c'est ceux qui ont un joint d'étanchéité? Est-ce que c'est pour les masques de procédure? Ou bien c'est pour les réponses B et C? C'est ceux qui ont un joint d'étanchéité. Est-ce qu'un PPR est requis si on utilise uniquement des masques de procédure? Donc, les masques de procédure, c'est pas quelque chose qui va demander un PPR et pourquoi, dans le fond, on pourrait dire ça, c'est que dans le fond, le masque de procédure, ce n'est pas un appareil de protection respiratoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire d'ajustement sur un appareil, sur un masque de procédure. C'est très large sur les côtés, il y a des infiltrations par le dessus du nez, il y a des infiltrations. Donc, tout ça fait en sorte que ce n'est pas un appareil de protection respiratoire. Donc, il n'y a pas de PPR à faire pour ça. Alors, l'objectif de l'essai d'ajustement, c'est évidemment que le joint d'étanchéité soit bien étanche. Donc, pour ça, on peut faire deux types de tests. Donc, un test qualitatif qu'on appelle, donc c'est qu'à ce moment-là, on va utiliser une cagoule avec différents produits comme un aérosol qui va être amer ou encore sucré, ou encore, il y en a d'autres, l'acétate d'isoamyle, par exemple, ou une fumée irritante. Donc, ce sont des choix qu'on a sur le marché. Ainsi, en réussissant le test comme tel, ça veut dire que le travailleur, il n'a pas senti ou encore goûté au produit en question. Ça veut dire qu'il passe le test, le joint d'étanchéité était bien étanche. La deuxième façon de faire, c'est évidemment avec un test quantitatif. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un équipement qui est spécialisé et ça va mesurer, en fait, la concentration de contaminant X qui a pénétré à l'intérieur de la pièce faciale de l'APR. Donc, on va voir, là, côté respiratoire, qu'est-ce que la personne aurait pu respirer comme tel, parce que peut-être il était mal ajusté. Donc, dépendamment des résultats, ben oui, ça va marcher ou non, ça ne marchera pas comme tel. Donc, dans les deux cas, c'est évidemment une personne qualifiée qui doit faire les différents tests comme tel. Dans le jargon actuel, on l'appelle l'instructeur. Donc, c'est lui qui est responsable de faire les différents essais. Alors, de cette façon-là, les essais d'ajustement doivent être réalisés pour chacun des travailleurs et pour chaque modèle proposé. De cette façon-là, l'employeur va s'assurer que chaque travailleur qui doit porter un APR est effectivement rencontré. Ici, c'est simplement pour illustrer, je n'avais pas trouvé personne pour prendre ma photo avec la cagoule. Alors, c'est mon ami Dino, disons, qui s'est proposé pour prendre la photo. J'ai trouvé d'autres photos, que je suis allée sur différents sites. Alors, voici les informations. Donc, effectivement, pour l'essai d'ajustement, j'ai besoin effectivement de mettre une cagoule. Comme on l'a dit tantôt, on a différentes solutions à portée de main. On va peser sur la petite poire comme telle pour faire le test d'étanchéité. Et donc, si la personne commence à goûter, excusez-moi, ou encore sentir le produit, ça veut dire que le test d'étanchéité, en fait, il n'est pas réussi. Ici, c'est un lien HSE 282-28. C'est de l'information absolument pertinente pour réaliser facilement les essais d'étanchéité, les essais d'ajustement, excusez. Donc, ça, c'est un très bon document là, comme tel. Et il y a une vidéo qui est disponible à partir de YouTube. Là. Alors, vous aurez le lien prochainement dans le chat comme tel.
Évidemment, les essais d'ajustement, ça peut être pour des appareils à cartouche, ça peut être aussi pour les appareils, les N95 comme on connaît. Et évidemment, toute la procédure vous est donnée dans le document que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça facilite en fait les essais d'ajustement. Alors, à quelle fréquence le test d'ajustement doit se faire? Est-ce que c'est A, une fois par an, B, une fois aux 2 ans, C, à la demande de l'utilisateur, D, lors de la remise d'un nouvel APR ou E, B et C? Donc, la réponse, c'est E. Donc, c'est une fois aux 2 ans, effectivement, et C, c'est parce que, dans le fond, l'utilisateur peut avoir perdu ou gagné du poids. Donc, à ce moment-là, il faut refaire les tests d'ajustement ou les essais d'ajustement comme tels. Alors, c'est bien important. Le registre des essais d'ajustement doit être rempli pour que le PPR puisse vivre adéquatement comme tel. Alors, évidemment, on va rentrer la date, le lieu où est-ce que les tests ont été faits, le nom de l'instructeur des essais d'ajustement et la méthode, évidemment, utilisée pour les essais. Comme par exemple, ici, c'est un test qualitatif avec un aérosol amer. Donc, on a aussi dans ce registre-là le nom de l'employé comme tel qui est utilisateur. Donc, dans ce cas-là, c'est Joseph Supra. On va marquer son numéro de modèle, la marque, la taille, etc. On va marquer aussi si le test a été réussi ou non. Et on va marquer aussi les autres épis qu'il pouvait porter lors de l'essai. Par exemple, dans ce cas-là, mon travailleur portait des lunettes de sécurité avec des bouchons. On va aussi marquer d'autres détails, comme s'il porte des verres correcteurs, c'est important de l'inclure comme tel. Et on va demander au travailleur qu'il initialise en fait le document comme tel. Le port de ma barbe, même si elle est assez courte, a un effet sur l'efficacité de ma protection respiratoire. Oui, non, ou ça dépend. Dans le fond, la barbe, ça peut avoir un effet sur l'étanchéité comme telle. C'est important qu'elle soit très courte et même extrêmement courte comme telle pour ne pas briser justement le lien d'étanchéité comme tel. J'aime ma barbe et je ne veux pas la couper. Est-ce que l'employeur pourrait m'obliger à la couper? Alors, A, oui. B, non. C, ça dépend. L'employeur pourrait vous demander effectivement de la couper, donc vous obliger en fait à la couper comme telle. Si c'est très court et puis que le joint d'étanchéité n'est pas touché, donc ça ne va pas briser l'étanchéité de mon masque, il n'y a pas de problème. Vous allez voir qu'à l'intérieur de la norme, en annexe, là, il y a différentes images comme telles là-dessus. Il y a plus de précision. Donc, effectivement, si ça ne touche pas au joint d'étanchéité, théoriquement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment lors de la réalisation du test d'étanchéité que vous allez être à même de voir qu'il y a un problème ou il n'y en a pas. Une autre question. Par contre, si la barbe, oui, OK. Le droit de l'employeur est basé sur quoi? La réglementation ou autre? Dans le fond, oui, c'est sur la réglementation. Il y a un article particulier, j'ai oublié le numéro, là, mais écrivez-moi la question, puis je vais vous donner la source d'information, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Y a-t-il d'autres choses que j'ai oublié de répondre? Oui. On a dû changer de fournisseur pour un APR parce que le masque utilisé était en rupture de stock. On a dû refaire les fit tests. Absolument. À partir du moment où vous changez de modèle ou encore de fabricant d'un APR, il faut refaire les fit tests. Vous avez absolument raison. Alors, toujours à propos de la barbe, donc il y a des précisions qui sont données dans la norme comme telle. Et donc, habituellement, les essais d'étanchéité, on va les faire dans les 24 heures suivant le rasage de la barbe. Et même pour certaines personnes, ça peut demander 12 heures. Donc, de façon préférable, c'est vraiment dans les 12 heures, mais au pire aller, dans les 24 heures. Toujours à propos de la bonne utilisation, ici, j'ai rajouté quelques petits détails, mais c'est simplement pour dire que s'il y a une personne porte des bijoux faciaux, quelque chose qui pourrait en fait empêcher le contact, c'est important de les enlever parce que dans le fond, toute la sécurité de la protection respiratoire repose sur ce joint d'étanchéité-là. Donc, il faut qu'il soit très efficace.
Alors, prévoir toujours la bonne utilisation. On est rendu maintenant à la section de nettoyage, inspection et maintenance. Tout ça se fait avec, dans le fond, un registre qu'on va tenir à jour. C'est comme ça, en fait, qu'on fait vivre notre programme de protection respiratoire. Donc, on va regarder c'est quand la demande de la modification, dans quel contexte elle a été faite. Est-ce que c'est à l'inspection qu'on a remarqué qu'il y avait un bris? Est-ce que c'est à l'entretien, comme au changement des cartouches, ou encore à l'entreposage, ou encore lors des essais d'ajustement? Alors, on va demander la modification, il va y avoir une date de modification qu'on devra inscrire et le nom et la signature du demandeur et de l'administrateur du programme comme tel. Alors, est-ce que l'on a besoin de l'aide d'un professionnel de la santé dans tous les PPR? Oui, non, je ne sais pas. En principe, on n'aurait pas besoin systématiquement d'un professionnel de la santé pour tous les PPR. Ça dépend un peu des utilisateurs et c'est ce qu'on va voir dans le fond. La norme, elle nous informe que l'administrateur du programme, lui, il doit s'assurer que la personne qui est en face d'elle, qui doit porter une protection respiratoire, ben, elle est effectivement capable de la porter. Donc, pour faciliter un peu cette réponse-là, la nouvelle norme élabore une espèce de questionnaire pour pouvoir faire en sorte de nous faciliter un peu la tâche par rapport à ce questionnement-là. Donc, il y a la partie 1 où on va évidemment demander des renseignements de l'employeur, des renseignements sur l'utilisateur. On va se demander aussi les conditions d'utilisation. Dans quelles conditions on utilise la protection respiratoire? Dans quelle fréquence on va l'utiliser? On va aussi demander le niveau d'effort, la durée de l'utilisation pour l'APR, etc., etc. Donc, on remplit ce questionnaire-là. On va aussi se poser la question quel type d'APR est utilisé. Mais rendu à un certain moment donné dans le questionnaire, on se pose la question sur les effets à la santé, sur la personne qui est en face de nous. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé qui pourraient faire en sorte que ce soit psychologique ou encore physiologique comme tel? On se pose la question si elle a des problèmes qui pourraient faire en sorte que ça l'empêcherait, en fait, de porter une protection respiratoire. Et là, il y a différentes questions qui sont posées dans cette section-là. On voit les deux petits premiers cadres, là, oui ou non. Donc, dans le fond, on se pose la question, est-ce que la personne souffre d'essoufflement, de maladies pulmonaires, d'hypertension, etc., etc., OK? Si on répond oui à l'une de ces questions-là, il se peut qu'on ait à rencontrer, que la personne, le travailleur, ait à rencontrer justement un médecin. Une autre question qu'on se pose à ce niveau-là, c'est avez-vous déjà eu des difficultés à utiliser un APR? On se pose la question encore, est-ce que vous êtes inquiet à l'idée d'utiliser un APR? Puis est-ce que vous avez déjà eu une réaction grave lors d'un essai d'ajustement? Alors, si le travailleur remplit et coche, disons, oui à l'une ou l'autre de ces 4 questions-là, ça veut dire que théoriquement, ce travailleur-là devrait rencontrer probablement un médecin. Pour en avoir discuté avec la CNESST, parmi même les médecins, ce n'est pas tous les médecins qui sont habilités à faire un peu cet examen-là, si je dirais ça comme ça. Dans le fond, actuellement, il y a des comités qui se penchent sur la question pour établir des protocoles pour que le médecin puisse facilement faire dans le fond, répondre à la question si oui ou non le travailleur devrait porter une protection respiratoire. Donc oui, ça peut être le choix du travailleur, mais ça se peut que le choix du travailleur, que le médecin à qui il va le demander, ben ça se peut qu'il ne puisse pas le faire parce qu'il n'y a pas son protocole, il lui manque des informations. C'est possible. Alors, je vous dirais que cette question-là de considération médicale, c'est un peu encore un peu difficile. Ce n'est pas tous les médecins comme tels qui vont être aptes à pouvoir vous aider à ce niveau-là comme tel. La partie 6, évidemment, c'est une partie qui peut être remplie par un généraliste. Donc, c'est lui qui va dire oui ou non, on réfère à l'examen, ou encore ça peut être l'infirmière aussi de votre établissement comme tel qui réfère aussi à un médecin. Donc, le médecin, lui, théoriquement, il va faire son examen basé un peu sur les dires de la personne. Il y aura, je ne sais pas quoi, là, quel test il peut lui demander aussi.
Et il va classer théoriquement en 3 catégories. Donc, la classe 1, c'est qu'il n'y a aucune restriction, tout est parfait, on porte la protection respiratoire. La classe 2, c'est qu'il peut y avoir certaines restrictions pour certains environnements, peut-être de travail. La classe 3, c'est que là, dans le fond, l'utilisation d'un APR est absolument interdite. Donc, une chose qu'il faut savoir aussi à propos de ce document-là, à partir du moment où j'ai la signature du médecin sur un document comme celui-là, ça devient un document confidentiel et qui devrait être géré comme tel par les ressources humaines, par exemple. Okay? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Et c'est important aussi pour le travailleur de ne pas encercler les différentes choses qui pourraient survenir par rapport à sa santé. C'est vraiment un questionnaire basé sur du oui ou non pour sa partie là, à remplir. Parce qu'à partir du moment où on vient cocher différentes maladies comme telles, encore là, même si le document ne se rend pas jusqu'au médecin comme tel, ça devient un document qui a besoin d'être confidentiel et géré par les ressources humaines. Évidemment, maintenir son PPR, c'est aussi de l'évaluer une fois de temps en temps. Donc, on peut faire des audits internes. Mais ce qui est le gros morceau d'un programme de protection respiratoire, c'est évidemment tous les registres que je vous ai montrés tantôt. Donc, il faut construire ces registres-là et faire vivre, en fait, le programme de protection respiratoire. C'est surtout de revenir à ces registres, de les tenir vivants comme tels. Donc, vous voyez toute la série là, de registres, ben, ils sont indiqués à l'écran. Il y en a 11, en fait, des différents registres qu'il faut remplir comme tel. Évidemment, Multiprévention, on est là pour vous aider. Donc, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un programme de protection respiratoire. Donc, il est complet, il est fait, il est disponible pour nos membres sous la section Mon espace de notre site Internet sur Multiprévention. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose qui va peut-être aider les gens qui n'ont pas encore de programme comme tel. Alors, évidemment, ce programme-là va être disponible seulement pour nos membres. Donc, quelques petits conseils en passant, c'est que dans le fond, on ne devrait pas commencer à regarder toute une usine en entier pour faire le PPR. Je pense que c'est mieux d'y aller petite portion par petite portion. Donc, on commence par un poste de travail ou encore une série de postes similaires à la fois. Et évidemment, à travers tout ça, c'est important de ne pas hésiter à faire de l'échantillonnage. Dans le fond, c'est la base pour nous dicter si on a besoin ou non de faire de mettre en place un appareil de protection respiratoire et de façon obligatoire comme tel. Il faut bien choisir les APR, puis il ne faut pas oublier non plus que le captage à la source, c'est vraiment ce qui est priorisé. Alors, comment nous, comme tel, les 3 personnes, on peut vous aider avec le programme de protection respiratoire? Ben, avec vous, on va pouvoir regarder s'il y a des postes où on peut avoir besoin d'un APR. Il peut y avoir de l'échantillonnage. Nous, chez nous, en fait, on a 2 hygiénistes qui sont à notre emploi. Donc, on peut vous offrir le service de faire les tests d'échantillonnage. Il n'y a pas de problème. On a les 2 personnes pour ça. On peut aussi vous aider avec le choix de la protection respiratoire. Puis, évidemment, commenter le programme, là, une fois qu'il est complété par l'entreprise, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement aussi. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, en terminant, évidemment, c'est bien la norme CSA Z94.4, 11, confirmée en 2016. C'est vraiment elle qu'il faut utiliser pour pouvoir construire son PPR. Puis, dans le fond, l'important, c'est de s'adjoindre des gens. C'est pas juste une personne qui devrait construire un programme de protection respiratoire, mais c'est vraiment le comité santé-sécurité, puis ensuite de ça, peut-être les superviseurs des différents secteurs aussi. Il faut dire aussi que Multiprévention va mettre en place une formation pour les utilisateurs d'un APR. Théoriquement, ça devrait arriver vers la fin 2021. Donc, c'est quelque chose qui est dans nos cartons, comme on dit. Alors, voilà. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous remercie grandement d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à la prochaine.